Vos micros et caméras sont coupés, mais on les réactivera pour la séance de questions-réponses. Moi, c'est Elodie, je suis votre hôte pour ce midi. C'est l'équipe de Color de Life et Cactus qui m'a gentiment proposé d'animer ce webinaire avec eux. Et je suis designer à la FTI, qui est partenaire de Cactus. Donc, la Fabrique des territoires innovants, c'est une entreprise qui accompagne des territoires, des organisations et des entreprises dans leur volonté de s'adapter de façon continuelle au marché et à la société. Notre particularité, c'est qu'on le fait par le biais de la collaboration inclusive, ce qui veut dire plus concrètement en permettant à toutes les parties prenantes de travailler ensemble, quel que soit le sujet abordé. Donc, on le fait aussi en croisant des expertises en design, en management et en sciences sociales pour créer toutes les conditions nécessaires à l'émergence de l'intelligence collective et créative et pour inventer les nouveaux modèles de demain. Donc, c'est pour ça qu'on a baptisé notre offre de conseil Inventer demain, puisqu'elle a pour mission de faire converger les énergies pour créer des modèles plus performants du point de vue social, économique et environnemental. Et c'est donc avec très grand plaisir, puisqu'on a des intérêts communs, qu'on a répondu présent à ce 4e live organisé par Color de Life en collaboration avec Cactus. Et je vais maintenant laisser la parole à Marion Lamarque. Merci Elodie. Donc, bonjour à tous. Je suis Marion Lamarque. Je suis designer, expert de la couleur et membre de Cactus et fondatrice du réseau Color de Life. Parfait. Alors, pour repartager un petit peu l'objectif général de ce rendez-vous, l'idée aujourd'hui, c'est de découvrir des sujets précis grâce à l'expérience de nos intervenants que vous allez rencontrer bientôt et de rentrer en contact aussi avec tous les invités pour créer une forme de réseau. Vous le savez peut-être déjà, mais Cactus s'investit dans 3 domaines principaux qui sont l'environnement, le social et la santé, et a donc développé une saga de live dans chacun des 3 domaines. Aujourd'hui, on continue sur la thématique de la santé, dont Marion vous expliquera plus tard le programme de cette suite de live. Et en tout cas, on espère que vous prendrez autant de plaisir à participer au live que nous à le concevoir. Donc aujourd'hui, on va s'organiser en plusieurs temps. Dans un premier temps, on va demander à Fausto, le fondateur de Cactus, de se présenter. Puis on aura 3 interventions d'une dizaine de minutes et un temps de questions-réponses juste après les interventions. Pour vous permettre de faciliter ce temps de questions-réponses, vous pourrez poser vos questions tout au long des interventions et voter pour celle de nos intervenants qui pour vous présentent une priorité. Donc pour ça, vous avez un petit icône en bas de votre écran qui représente une bulle de discussion. Vous pouvez cliquer dessus, c'est questions et réponses, et indiquer vos questions ou voter pour celles qui vous paraissent importantes. Voilà, donc pour commencer, tout le monde connaît peut-être pas bien Cactus et Color de Life, donc c'est l'occasion pour Fausto de rapidement expliquer ce que c'est, puis pour Marion de vous parler de Color the Life. Merci Elodie. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présente aujourd'hui. Donc, vous trouverez que j'ai un accent peu piquant, c'est normal car je suis mexicain et je suis Cactus. Avec Pierre, qui n'est pas là aujourd'hui, nous développons une communauté qui s'appelle Cactus, des slashers et auto-entrepreneurs. On est en poste dans différentes grandes entreprises et la communauté Cactus investit pleinement pour des projets générateurs d'impact positif dans 3 domaines principaux, comme Elodie l'a mentionné tout à l'heure, l'environnemental, la santé et le social. Par exemple, on a dans notre communauté Anne-Sophie Pierre, qui est chez Decathlon depuis plus de 10 ans. Elle est experte reconnue dans le domaine de la frugalité et elle met son expertise au service des autres entreprises de notre réseau et aux communautés. Encore Marion Lamarque, qui va vous parler de son expertise et ses projets. À toi, Marion. Merci. En effet, j'utilise la couleur pour accompagner les organisations à 360 degrés. Donc, ça va de l'identité de marque, la conception produit ou la conception d'espace, mais jusqu'à toute la partie production, commercialisation, communication, puisque la couleur, elle est bien à 360 degrés. Donc, la couleur, c'est ma passion. C'est pour ça que j'ai fondé Color de Life, un réseau d'experts et de designers qui ont l'ambition de révéler, comme aujourd'hui, les potentiels de la couleur, mais aussi de l'utiliser donc dans tous les domaines.
Et Marion, pourquoi ce choix de la saga sur la santé? Ah oui, alors la santé, on a travaillé cette série de live avec Fausto de Cactus parce qu'on voulait en fait montrer les impacts de la couleur dans le domaine. On voulait que l'ensemble finalement des entreprises, des institutions, des organisations ou même des industriels du secteur aient des bonnes pistes d'action. Donc des pistes d'action pour tout d'abord favoriser le bien-être des patients ou des résidents, comme on va en parler aujourd'hui. Évidemment, améliorer les conditions de travail de leurs collaborateurs et puis les performances de leurs solutions, c'est-à-dire que ce soit un lieu ou même un produit. Et cette saga a commencé le 9 mars et elle va se poursuivre jusqu'en juin, peut-être même au-delà. Eh bien, merci beaucoup pour ces projections qui nous donnent envie de voir la suite. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions tout au long des interventions et voter pour celles que vous souhaitez entendre nos intervenants répondre. Et pour commencer ces interventions, je vais introduire ce séminaire sur le thème des couleurs pour les personnes dépendantes par donc Marion Lamarque qui va vous faire un focus sur la perception des couleurs par les seniors. Merci Élodie. Merci. Donc, l'idée est en effet qu'on envisage ensemble finalement la couleur du point de vue, c'est le cas de le dire, des personnes qui sont dépendantes. Je vous l'ai dit, je suis passionnée de couleurs, je suis artiste et designer et membre de 3 réseaux professionnels. Alors, s'intéresser finalement aux altérations de la perception des couleurs, c'est évidemment concevoir des harmonies et contrastes qui vont être exclusifs, qui doivent être séduisants et fonctionnels, mais surtout qui doivent être adaptés à tous les publics. En fait, la conception couleur pour les personnes dépendantes, c'est un sujet que j'ai souhaité explorer car il y a quelques mois, j'ai été interpellée par des présentations de Philippe Fagot et de Tarket lors du colloque Couleurs et soins à l'ENSAD de Nancy, pardon. Mais j'ai aussi été interpellée par le travail de Marie-Paul Christians, qui est ergothérapeute, et puis une synthèse très amusante et très complète du sujet sur le blog dédié aux seniors, le blog Papidoc Chic. La couleur, vous vous en souvenez, pour ceux qui ont déjà assisté à tous les webinaires précédents, hein, donc c'est de la lumière ici, de la lumière colorée qui est réfléchie et qui est ensuite captée par notre œil et analysée par notre cerveau. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est s'intéresser aux anomalies et aux maladies qui perturbent la perception ou la compréhension de la lumière. Donc, la lumière et la couleur sont captées par les cônes et les bâtonnets. Donc, ici, les bâtonnets et les cônes. Les cônes sont dédiés à la vision des couleurs et les bâtonnets de l'intensité lumineuse. Le daltonisme, c'est principalement héréditaire et c'est dû à une anomalie au niveau des cônes. Environ un homme caucasien sur 12 souffre de daltonisme. Et vous voyez ici en fait le nuancier et la perception que peuvent en avoir 3 personnes souffrant de daltonisme différents. Alors, pour les concepteurs, il est possible de simuler la perception. Pour ça, on utilise des outils comme Dalton Lens ou SimDaltonisme. Mais il y a aussi des solutions qui permettent aux daltoniens de bénéficier de la couleur. Et là, pour le coup, je laisserai la primeur à Miguel Neva et Jan Gartzka, 2 designers qui vous présenteront les solutions qu'ils ont développées. Donc, ce sera le 18 mai prochain. Si on s'intéresse aux maladies qui touchent particulièrement les seniors, donc évidemment, il y a la dégénérescence maculaire qui est liée à l'âge, donc la DMLA. C'est d'abord une perte progressive de l'acuité visuelle, c'est la déformation des objets, des formes, une altération de la vision des couleurs, l'apparition éventuelle d'une zone obscure, comme un vide finalement dans le champ de la vision. La cataracte, qui va entraîner une vision trouble, une vision floue, une difficulté croissante à voir la nuit, beaucoup plus de sensibilité à l'éblouissement et une réduction de l'intensité des couleurs. Le glaucome aussi, qui est malheureusement la 2e cause de cécité chez les seniors,
Et puis, il y a d'autres maladies qui peuvent également engendrer des troubles de la vision, donc, comme la rétinopathie diabétique, qui, elle, touche à peu près 50% des patients diabétiques de type 2 et qui peut aussi entraîner une cécité. La démence, on n'est plus sur un problème de vision, mais de perception, puisque la démence entraîne également des problèmes de perception de l'environnement. Un exemple ici, donc pour les fidèles de la saga, vous reconnaîtrez ces 3 tableaux de Monet. Donc, à gauche en vision normale, au centre suite à la maladie de la cataracte, donc là par exemple le bleu a disparu, et à droite après son opération, où on voit que le bleu redevient prépondérant. Alors il paraît même qu'il pouvait voir les ultraviolets. Et une personne en fait qui souffre de troubles de la vision des couleurs a besoin que le designer, le coloriste, insiste sur les différences de clarté entre les couleurs qu'il va associer. Ici, par exemple, on voit effectivement très bien, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, on voit bien les écarts. Malheureusement, en passant en noir et blanc, on s'aperçoit que certains contrastes deviennent voire pas du tout perceptibles. Et du coup, pour comprendre le phénomène, il faut se projeter dans l'espace des couleurs. Comme ici, dans le système Munsell à gauche, on voit que le rouge et le vert ont la même clarté, qui correspond peu ou prou au gris moyen, alors que le jaune est proche du blanc et le violet, qui devrait se trouver ici, est proche du noir. C'est pour ça, finalement, qu'il est difficile de bien distinguer le jaune sur le blanc, alors qu'il se détache super bien sur un fond sombre. Si vous êtes amené à installer des systèmes de sécurité, première chose, il faut qu'ils soient visibles, donc qu'ils contrastent avec leur environnement. À droite, finalement, le vert sombre se détache mal sur le fond qui est anthracite, d'autant plus que notre œil est très, très fortement attiré par la porte ici en vert pomme. Donc, en fait, équilibrer les rapports de couleurs et les contrastes, ça permet aussi de mieux distinguer les différents éléments. Dans un escalier, il vaut mieux un bon éclairage. Là, c'est un peu compliqué. Ce qui est important, c'est de pouvoir déjà différencier le sol des murs, mettre la rampe en évidence pour contribuer à la sécurité des usagers. Donc, une couleur jaune sur un fond clair ne se distinguera pas très bien comme un bois clair sur un mur blanc, un mur beige. On peut aussi, dans un escalier, mettre en évidence les marches. Alors, attention toutefois à certains graphismes en fait, qui peuvent brouiller la perception. En effet, on voit ici des motifs au sol qui peuvent gêner les déplacements finalement parce que ça va, comme ici par exemple, on peut les percevoir comme des taches. Donc on est sur des graphismes en fait qui vont gêner la lisibilité. Il vaut mieux finalement privilégier plutôt des sols à dominante plus sombre, mais éviter de les avoir brillants parce qu'en fait, les couleurs brillantes peuvent sembler finalement humides. Les surfaces brillantes peuvent avoir l'air humides. Enfin, pour favoriser la circulation, il est nécessaire de contraster encore une fois là où c'est important. Ici, le tapis épais, il ne se démarque pas du tout, alors que le fauteuil, lui, va bien se détacher. Ici, pareil, les tables contrastent relativement, mais c'est surtout les grands ensembles de fauteuils blancs qui vont très fortement contraster. Alors, pour éviter de changer tout un mobilier quand on monte en âge, une des astuces quand on a peu de contraste, par exemple, c'est de mettre un pull ou un plaid sur le dossier d'une chaise ou le dossier d'un fauteuil pour le rendre plus visible dans son environnement. Donc, pour conclure, je vais citer Céline Corjon et Marilyn Goulard de chez Tarkett. Apporter un maximum de lumière naturelle, éviter les zones d'ombre, privilégier les surfaces mates, des motifs simples ou ton sur ton, un fort contraste entre les murs et les sols, entre les mains courantes et les murs. Et je vais vous mettre le lien dans le chat parce que je vous invite à télécharger le livre blanc Grand Âge qu'a édité Tarkett, et donc a été réalisé avec les Sismo, pour en savoir plus finalement sur toutes les bonnes pratiques de design à destination des usagers en EHPAD. Je vous remercie pour votre écoute.
Eh bien, merci beaucoup Marion pour cette présentation très intéressante. On va continuer maintenant avec une deuxième intervention, celle de Nicolas Quette. Et avant ça, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion, notamment sur la présentation que vous venez d'entendre. Et donc, pour continuer, Nicolas est designer couleurs et matières. Il a été récemment diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Et il est actuellement assistant designer couleurs et matières au sein d'un équipementier automobile. Et il va vous parler aujourd'hui de son travail prospectif qu'il a mené sur le linge de toilette en EHPAD et qui a fait l'objet de son projet de diplôme. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Nicolas. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'abord au réseau Cactus et à Marion pour l'invitation et toute l'organisation pour le webinaire. Alors, je vais partager l'écran. Hop. Voilà, donc moi, je vais vous présenter une partie de mon projet de diplôme. Pardon, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous présenter une partie de mon projet de diplôme qui s'appelle donc du tact et qui concerne les soins d'hygiène et de confort destinés aux personnes dépendantes. Pardon. Voilà. Donc ce projet, il a été mené à l'École des Arts Décoratifs de Paris. Je l'ai soutenu en septembre dernier. Il a pu se réaliser en fait grâce au soutien de 2 entreprises et d'une institution. Donc l'entreprise CAC Cuir et Textile, qui m'a aidé à maqueter. Une médecin d'un pôle de gériatrie du groupe hospitalier de la Haute-Saône, qui est Yannick Célès, et l'agence d'architecture SCO, qui m'a attribué une bourse parce qu'elle soutient des projets liés aux soins. Donc ce que je vais vous présenter, ce sont des propositions qui sont des supports pour la discussion. Et tout a démarré en fait au moment de la rédaction du mémoire de master, où en fait je me suis demandé comment un designer couleurs et matières pouvait intervenir au sein de l'hôpital public. Et donc j'ai fait une semaine d'observation dans un EHPAD du Languedoc-Roussillon, où ce qui m'a le plus marqué, ça a été le moment de la toilette, où en fait, je me suis retrouvé à ce genre de dispositif, beaucoup d'objets jetables, beaucoup d'emballages, beaucoup de sangles, beaucoup d'objets pour imperméabiliser. Et donc j'ai trouvé cet environnement assez violent en fait par rapport à la peau des individus âgés, et de voir que sans surprise, quelque part, on a beaucoup d'objets blancs avec des touchés synthétiques qui sont pas forcément toujours agréables, et de voir que cette blancheur, elle avait des raisons, parce que ça permettait de rendre visible la saleté, mais que aussi ça dramatise la moindre tâche, ça rend tout un peu trop, et surtout que cette blancheur, en fait, en contraste avec nos peaux qui sont vieillissantes, ça met bien en évidence que nos peaux ne sont pas homogènes. Et en discutant avec des résidents et du personnel soignant, ça génère aussi chez certaines personnes un sentiment de culpabilité, parce qu'on se sent soi-même ce qui salit, on se sent soi-même ce qui n'est pas en adéquation avec l'environnement blanc et immaculé. Et donc je voulais chercher à réduire, à atténuer la radicalité de ce contraste en fait, de ce contraste trop blanc.
Et donc à me demander, est-ce qu'on a systématiquement besoin de blancheur azurée pour des produits qui sont destinés aux soins d'hygiène et de confort? Et ce que j'ai d'abord fait, donc, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe si je me décale légèrement, du blanc et si je vais chercher, du côté des faux blancs, dans un univers, de matériaux synthétiques, de matériaux imperméables, solubles, absorbants, jetables, de voir quelle gamme se dégageait. Ensuite d'aller à l'opposé de cette blancheur, donc d'observer, les couleurs, sombres, hem, les couleurs sombres, dans les codes de l'hygiène au final et où on les trouve dans la salle de bain et est-ce qu'elles permettent pas d'amener, aussi dans certains objets comme les cotons-tiges, de la pudeur en fait pour dissimuler, certaines saletés. Et à partir de ce constat-là, j'ai voulu élaborer, une gamme de couleurs, donc en en extrayant, hop, sur une première planche, les couleurs un peu standards de l'hygiène, le blanc, le bleuté, les couleurs un peu verdies et en utilisant quelques couleurs légèrement, décalées du blanc et aussi des couleurs sombres. Pour en arriver, à une gamme finalisée qui est, volontairement polychrome pour essayer de correspondre à un panel d'individus le plus large possible et l'objectif, c'était aussi d'avoir une gamme qui communique sur la vieillesse d'une façon plus dynamisante, qui s'éloigne du stéréotype qu'on peut avoir en tête ou de l'imaginaire qu'on peut avoir en tête du vieillissement qui est grisonnant et aussi que cette gamme, elle s'insère dans un univers qu'on connaît, de la salle de bain. Et donc ces couleurs, je vais les utiliser en aplat, pour qu'elles soient bien distinctes comme on les voit à l'écran et aussi ce que vous pouvez voir par exemple au centre, c'est, de les utiliser comme en a parlé Marion, en faux camaïeux, en ton sur ton, avec un vert foncé, un vert moyen et un vert presque pastel, en haut. Donc ensuite, mes propositions de recoloration, donc elles vont concerner chaque produit, donc des exemples sur des gants jetables, en impression à sublimation, où là vous voyez, le travail de contre-typage pour trouver aussi la bonne couleur. Ici, vous voyez d'autres contrastes qui sont générés par les nouvelles couleurs, mais appliquées aux produits, jetables. Des recolorations d'alèse, seulement sur la surface du produit qui sert principalement à retenir l'urine et là, c'est d'imaginer que ces objets-là puissent se coordonner avec du linge de maison, du linge de lit, son pyjama. Un travail de recoloration de serviettes bimatières, donc avec une face bouclette et une face tissu gaze, où là, c'est un travail de teinture et de contre-typage des couleurs. Une proposition pour des tabliers de protection lavables qui, cette fois-ci, sont destinés au personnel soignant, où là, le jeu, c'était de discuter avec la médecin gériatre et d'imaginer à quoi pourrait ressembler, un tablier pour chaque jour de la semaine et donc d'avoir, au final, une proposition qui, comme ça, de loin, a l'air, monochrome, mais quand on se rapproche de plus près et que ça vient animer le moment de la toilette, qui est un moment plutôt court, on puisse y voir des rayures, des petits carreaux, des détails qui sont des motifs abstraits, qui sont pas trop, invasifs, visuellement. Une proposition pour des protections pour adultes réutilisables, où là, mon intention, c'est de partir d'objets qui sont souvent monochromes, monocouleurs, et d'y injecter des codes, du pyjama ou du sous-vêtement avec des micro-rayures, des petits carreaux comme ça. Une proposition pour des alèzes absorbantes réutilisables, où là, toujours un graphisme, rayures et carreaux et dans l'objectif d'imaginer ça, coordonné avec son linge de lit, son linge de maison, du pyjama, des pyjamas. Et je vais conclure en disant qu'en fait ce projet, moi, il m'a permis d'aborder, l'un des tabous liés au vieillissement dans un contexte où la médicalisation de la vie domestique, elle augmente
et qu'il s'appelle du tact, parce que je pense que concevoir avec tact, ça nécessite de consulter et de travailler avec les personnes concernées et leurs proches, et que c'est une démarche qui est plus longue et plus complexe à mettre en place pour les designers. Et qu'ensuite, j'aimerais questionner, plus tard, l'évolution au sein de l'industrie textile de ces dispositifs qui sont jetables et blanchis et qui sont conçus avec des matériaux synthétiques ou artificiels. Et je vous remercie pour, l'attention, pour votre écoute et je me tiens, prêt pour, discuter, de ce projet et de ceux des autres aussi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation de ton projet qui fait écho à la présentation de Marion juste avant. Vous pouvez donc poser vos questions à Nicolas qui se tient à votre disposition dans la petite rubrique questions et réponses. Et donc pour poursuivre, on va continuer cette réflexion autour des couleurs et des personnes dépendantes en accueillant maintenant la designer Manon Pouillot, pardon, qui a travaillé auprès de patients atteints de la maladie d'Huntington. Alors, je ne connais pas et j'ai hâte d'en apprendre plus. Je vais donc maintenant laisser la parole à Manon. Merci beaucoup. Donc, je partage mon écran. Voilà, donc merci beaucoup Marion de m'avoir invité à présenter ce projet. Donc l'habit de repas, l'habit de repas, il a été conçu en alternative au bavoir infantilisant pour des adultes qu'on retrouve dans pas mal d'institutions médico-sociales. Ce projet, il fait partie d'une recherche plus large qui concerne la protection digne de l'usager et le droit à une élégance malgré les symptômes de la maladie. Et dans cette quête de la dignité, il y a eu un gros travail sur la couleur. La couleur a eu une grande place. C'est un projet de recherche qui s'est étendu sur 3 années. Alors, mon expérience de terrain, elle s'est faite à la maison d'accueil spécialisée Le Chêne de l'association Fondation Bompard. C'est une maison qui se situe vers Metz et où justement sont accueillies des personnes qui sont atteintes de la maladie de Huntington. Et donc Huntington, c'est une affection neuroévolutive qui est rare, qui est héréditaire et dont les principaux symptômes sont des chorées, donc des mouvements qui sont irrépressibles. Alors, quand je suis arrivée sur les lieux, ma conviction, c'était que si certaines maladies ne se soignent pas encore d'un point de vue médical, on peut agir en fait sur tout un ensemble de petits détails qui, au bout du compte, permettraient aux patients de se sentir mieux. Alors, il y a eu une grande période d'observation, d'immersion, et j'ai découvert énormément de choses. Notamment, une des choses qui m'avait interpellée, c'était qu'il existe un soin qui est autre que médical, un soin par exemple esthétique, et ça c'est l'image que vous voyez, c'est l'extrait d'une vidéo que j'avais pu réaliser d'une aide-soignante qui fait une coloration sur les cheveux d'une résidente. Alors ici, c'est le premier lien que je vais faire entre la couleur et la dignité, l'estime de soi, la valorisation, donc la teinture des cheveux, et aussi dans ce que j'ai découvert à travers ces soins esthétiques, c'est l'importance du tactile dans la relation soignant-résident. Ce tactile, ces gestes de l'ordre du massage, de la caresse qui calment en fait beaucoup ces chorées. Alors, dans ces institutions, il y a eu plein de belles choses, mais il y a aussi des objets dégradants qui subsistent, comme ces fameux bavoirs qui sont très grands, qui sont blancs, donc qui stigmatisent la tache de couleur, qui sont en matière éponge. Donc,
ça renvoie aux bavettes des enfants qui se ferment derrière la nuque. Donc, c'est assez infantilisant. Et tout mon projet a été d'essayer de réhumaniser cet objet afin de redonner de la dignité à la personne avec cette pathologie. Alors, tout ça s'est fait en réinjectant du soin à plusieurs échelles du projet, notamment toute cette phase d'observation où j'ai eu la chance de pouvoir interviewer le chef des cuisines, donc de me rendre dans ces lieux pour essayer de voir quelles étaient les couleurs de nourriture qui faisaient ces tâches qui sont en fait des formes aux couleurs de nourriture. Donc, essayer de les appréhender. J'ai été aussi voir les lingeries pour voir ce qu'il en restait de ces tâches après le repas et après le lavage. Donc, des sortes, il reste après le lavage des sortes de pastels. Tout ça m'a permis de créer un nuancier donc à partir d'encre culinaire qui serait plus pertinent parce qu'il permettrait d'accueillir cette tâche et non plus de la stigmatiser. Donc, il y a eu un travail sur la création de motifs, des motifs que j'appelle rusés ou un peu des faux motifs. Par exemple, répéter une même forme, mais qui est toujours coloriée d'une différente manière sur le textile, ou bien faire au sein du textile des intensités différentes voulues. Et donc, il y a eu tout ceci, c'est fait avec la collaboration des usagers, donc les résidents, les familles. Par exemple, les résidents, on les a beaucoup consultés par l'intermédiaire, par exemple, d'entretiens avec la psychologue, et souvent, ce qui ressortait quand on leur demandait comment on pourrait améliorer les bavoirs, eh bien, c'était d'ajouter de la couleur. Ou alors, quand on leur demandait ce qu'ils pensaient de ces bavoirs, il y a eu des mots assez forts qui sont ressortis comme voilà, ça me fait penser au vomi. Donc ça, c'est une image de tous les outils de communication. Et donc, l'équipe de proximité j'ai tout le temps travaillé avec elle, on a été beaucoup consultés. Là, c'est une photo où je présentais les motifs et il y a eu un choix qui s'est fait de manière collective. Ça nous a permis aussi de parler de la symbolique des motifs, de ce que ça évoque à chacun. Et donc, il y a eu beaucoup de prototypes qui ont été réalisés avec différents textiles, différents motifs, différentes teintures. Et donc, très rapidement, une des étapes du projet, ça a été aussi de penser la forme. Et là, comme je le disais, donc on a ajouté un col pour essayer d'apporter cette élégance à cet habit de repas, à cet objet du quotidien. Et la fermeture de l'habit de repas se fait sur le côté par une main posée sur l'épaule, et donc qui renvoie à tous ces gestes tactiles qui sont plus conviviales qu'une fermeture qui se fait à l'arrière de la nuque. Et donc, ça repositionne le soignant en face, en fait, ou les dents en face du résident. La dernière étape, ça a été le processus de fabrication. Donc, on s'est procuré des matières qui utilisent des procédés écologiques respectueux de l'environnement et de la santé, qui respectent les personnes qui fabriquent les textiles, mais aussi les personnes qui les portent. Et on a fait toute une recherche sur... là, ce que vous voyez, c'est un travail avec une artisane textile qui travaille la teinture végétale, donc Martine Bourlet. Et donc, ça nous a permis de vraiment spécifier encore plus notre nuancier de couleurs naturelles. Mais on s'est quand même heurté à un obstacle assez important. C'est qu'à chaque fois qu'on faisait passer les habits de repas dans le cycle de lavage normal à la blanchisserie, en fait, les agents blanchissants qui sont utilisés dans toutes les institutions
on obtenait nos habits de repas à la sortie de la machine immaculée, blanc. Et donc, tous nos motifs, toutes nos couleurs s'en allaient. Et donc, j'ai travaillé avec plusieurs ateliers de sérigraphie et on a fait un compromis. C'est un petit atelier pour la série finale des habits de repas qui utilise des couleurs à base d'eau, donc pas végétales, mais pas nocives non plus pour l'environnement. Donc les séries d'habits de repas, depuis les prototypes jusqu'à la série finale, c'est une cinquantaine, hein, on parle de pièces, ont été cousues par l'atelier d'insertion sociale et professionnelle Tricot Couture Service. C'est un atelier qui se situe à 40 minutes de la maison d'accueil spécialisée, donc on est resté vraiment dans la proximité, dans le local. Ici, c'est une photo d'un des tests. C'est un habit de repas qui était un prototype encore. Et c'est une dame qui aimait beaucoup le rose, qui le porte. Et je vais finir par cette dernière photo, donc qui est importante pour moi. Donc, c'est une dame, une résidente avec qui je parlais beaucoup, notamment on avait eu cette discussion par rapport au lin. Elle aimait beaucoup cette matière. Et le lin, il faut savoir que c'est un textile très écologique et on l'a utilisé dans les habits de repas. Et le jour où on les avait apportés, elle a beaucoup aimé, elle a voulu en essayer un. Alors, c'est une dame qui n'avait pas encore besoin d'habits de repas ou de bavoirs, mais elle a simplement posé l'habit de repas sur ses genoux, donc cette protection, et puis elle l'a protégé de sa propre serviette de table. Donc, c'était assez émouvant pour moi de voir l'attachement que les résidents avaient pu avoir autour de ce projet qui a été beaucoup testé au sein de la maison d'accueil. Voilà, je vous remercie énormément pour votre attention et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Manon, puis merci aussi pour cette touche émouvante à la fin de ta présentation. Alors, on avait quelques questions dans le chat qui finalement ont été résolues. Donc oui, on a... J'ai effectivement répondu directement. Pour le coup, oui, sur donc la question, c'était si on a des conseils ou des retours d'expérience sur la signalétique dans les hôpitaux. En fait, énormément, plein. Et c'est même un des sujets qui était très, très bien abordé et représenté par Nakara El Laba lors du webinaire numéro 2. Donc, tout est disponible sur la chaîne YouTube de Cactus Coaching Community. Donc, voilà. Voilà, n'hésitez pas à aller revoir toutes ces vidéos très intéressantes. Vous retrouverez toutes les présentations des lives précédents. Et donc, d'ailleurs, Marion, où peut-on trouver le compte-rendu du colloque Couleurs et Soins? Oui, très bien. Je vais le coller dans le chat. J'y pense. J'ai mis le lien vers l'étude grand âge de Tarket. Donc, je vais laisser Nicolas, il y a une question pour toi. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir un retour sur tes propositions de gamme auprès des seniors? Et je vais copier dans le chat. Merci. Alors, est-ce que j'ai eu l'occasion d'avoir un retour? Non, je ne l'ai pas encore confronté, le projet, à de la réalité de terrain. Il y a seulement la médecin gériatre qui a eu un petit coup d'œil. Mais voilà, à cause des circonstances qu'on connaît tous, je n'ai pas pu me déplacer en EHPAD et continuer comment dire, ouais, à mettre les propositions dans le contexte et à les soumettre au regard vraiment des personnes concernées. Donc, c'est l'une des choses là que j'attends de pouvoir faire et qui est sur la liste des choses à faire pour la suite. Merci, merci beaucoup. On espère que les conditions nous permettront d'effectuer ces retours auprès des usagers très rapidement.
Une autre question peut-être pour toi, Nicolas, qui est en lien aussi avec la présentation de Manon. Est-ce que tu as pu étudier les couleurs des salissures pour essayer de les masquer par contraste ou par camouflage, par exemple? Alors, en fait, j'ai vu de la salissure, mais je n'ai pas trouvé, je pense, de solution de façon de faire qui aurait été délicate pour montrer ce qu'en fait on connaît tous, puisqu'en fait là, les produits pour absorber, c'est principalement l'urine, les selles, du sang, enfin plein d'autres, toutes ces salissures-là, principalement la sueur. Et que voilà, je me suis pas posé je me suis pas posé la question au moment du projet parce que je me suis dit c'est tellement évident que on va parler d'une absence, quoi, d'un truc qu'on a tous qu'on a tous en tête. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une question aussi pour Manon, de la part d'Isabelle. De qui venait la première demande sur ce... Je vais poursuivre le temps que tu... On t'a pas entendu, pardon, Élodie. Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui. Oui, alors je disais pour Manon, on a une question de la part d'Isabelle qui te demande de qui venait la première demande sur ce projet dont tu nous as parlé tout à l'heure. Alors en fait, c'était une collaboration. Moi aussi, c'était mon projet de diplôme. Donc une collaboration, c'est la maison d'accueil qui avait pu rencontrer mon école. J'ai fait les beaux-arts à Nancy à cette époque-là. Donc les directeurs, ou enfin les enseignants se sont rencontrés et c'est venu de... En fait, on a été en immersion, quelques étudiants, et c'était aux étudiants de voir s'il y avait des choses qui leur parlaient au niveau du projet. Et donc après, moi j'avais proposé plusieurs choses pour mon projet de diplôme, mais l'habit de repas, c'est celui pour lequel l'équipe de proximité, les familles et les résidents, enfin tous les usagers avaient le plus besoin peut-être. Et donc on a continué après grâce à des financements après mon diplôme. Donc c'était une demande, je dirais, de la maison d'accueil qui sont investis. Et alors, quelle suite est-ce que tu pourrais imaginer pour ce projet à l'heure actuelle? Alors, c'est un projet donc, qui a eu... on a fait une série de 50 habits de repas. Je ne sais plus si je l'ai dit dans la présentation, mais aujourd'hui, ils sont utilisés pour des événements et pour des fêtes particulièrement. Parce qu'il y a, je le disais, il y a cette fragilité au niveau de la couleur et ça ne peut pas être utilisé quotidiennement. Et sinon, j'ai fait une suite à ce projet sur mon site internet. Vous pouvez aller voir, c'est des foulards hybrides où là, on pousse la question de l'upcycling et on utilise déjà des foulards de seconde main sur lesquels on met on coud un textile imperméable sur le dos et qui permettent aussi de parler de la problématique de l'hypersalivation. Et donc, je dirais que c'est une suite qui pousse encore plus l'aspect écologique et qui est peut-être encore plus accessible pour les maisons d'accueil, enfin, pour les institutions. Ok, oui. Une belle suite en tout cas. On a encore une question pour toi qui nous vient de la part d'Isabelle, qui demande si sur ce projet de motifs floraux, il n'y a pas eu trop de réticence de la part des hommes par rapport à ces motifs justement. Ah oui, c'est marrant, on m'avait jamais dit que c'était floraux, mais en fait, enfin, moi j'ai beaucoup travaillé aussi, donc c'est des jeunes, souvent Huntington, c'est une maladie qui peut arriver au milieu de la vie, et moi je réponds souvent que, voilà, j'ai travaillé avec un monsieur qui mettait toujours des t-shirts roses, donc il n'y a pas eu de réticence. On m'a dit que qu'il fallait faire attention au féminin, masculin, mais en tout cas, non, il n'y a pas eu forcément. Oui, c'était des motifs appréciés par tous les patients. Oui, a priori, ça a été...
Oui, je me souviens d'une dame dont le mari était dans la maison d'accueil et qui m'avait fait un retour. Enfin, voilà, c'était son mari, donc un retour positif, mais effectivement, c'est une bonne question. Eh bien, merci beaucoup. On va passer à une question suivante de la part de Anne, qui nous demande si nous avons connaissance d'un projet de design global qui interviendrait à la fois dans le domaine, dans la couleur, dans le design d'espace, d'objets et design signalétique. Et donc, la participante poursuit sa rédaction en nous précisant et qui associerait une prise en compte globale et cohérente de la couleur dans un établissement pour les personnes âgées. L'idée étant de ne pas saturer, mais bien de coordonner. Alors, donc je pense que cette question s'adresse à vous trois. Est-ce que l'un d'entre vous aurait connaissance d'un tel projet global sur ce thème de la couleur? Vas-y, Nicolas. Alors, c'est pas un projet précis, mais je pense que vous pouvez consulter 2 sites. Je pense à la Fabrique de l'Hospitalité, qui est à Strasbourg, et aussi le Lab A, qui est au GHU de Sainte-Anne, si je ne me trompe pas. Et donc, je pense que ces 2 sites-là, donc peut-être que je pourrais les écrire après là, sur la conversation, mais que déjà ces 2 sites, ça va donner plein d'exemples de signalétique et ou design d'objets produits et ou d'aménagement d'espace et ou signalétique et tout ça. Déjà, voilà. Bien, merci pour cette réponse. On pourra aller se documenter. Je voudrais rajouter juste là-dessus, en fait, pour moi, les projets ils sont toujours assez globaux, puisqu'en fait, si on parle de couleurs, on va toucher tous les supports, tout ce qu'on voit. Donc, en fait, quand on travaille une signalétique, un design d'espace, etc., de toute façon, on a la première chose, c'est on pense aux orientations, c'est-à-dire les espaces, comment on circule d'un espace à un autre, etc. Et donc, évidemment, il y a toute une partie qui est plutôt intuitive, nudge, qui est de comment on va faire en sorte que les gens se déplacent sans même lire une signalétique. C'est-à-dire vraiment que ce soit complètement intuitif. Et la signalétique, en fait, elle va être là pour renforcer ce qui aurait pu ne pas être perçu. Et donc, dans cette signalétique intuitive, ça peut être aussi par des objets. Ou je pense à Thierry qui mettait un commentaire dans notre chat qui rappelait quelque chose qui est évident et qui fonctionne très très bien. C'est par exemple dans un bâtiment public de entre guillemets camoufler les portes dans les couleurs du mur quand ce sont des portes où derrière il ne se passe rien pour l'usager. C'est un bon, ça marche. Et au contraire, de mettre en valeur les portes où on veut, par une couleur, donc où on veut que les usagers passent, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. On a encore une question très intéressante qui s'adresse à Marion plus précisément, mais peut-être à chacun des trois intervenants, qui concerne la conception pour les usagers. Vous avez tous mis un point d'honneur, je pense, à vraiment concevoir avec et pour les usagers. Et donc la question de Estelle est que pensez-vous des simulateurs de vieillissement de type lunettes comme outil d'aide à la conception? Donc j'imagine qu'il s'agit de se mettre encore plus à la place de l'usager, notamment pour les personnes âgées. Donc moi, évidemment, j'en pense que du bien, parce que tout ce qui permet en fait d'être en empathie avec les utilisateurs, par contre, moi-même, je n'ai pas eu l'occasion d'en utiliser. C'est ce que vous demandez. Donc, je n'ai pas d'avis de testeur. En revanche, oui, moi, je suis la première, par exemple, à utiliser des outils de simulation de daltonisme quand je travaille sur de la communication. Enfin, c'est évident. Ou de faire attention au travail. Je parlais tout à l'heure
de certaines maladies, mais voilà, on sait que les blancs, par exemple, peuvent devenir un peu jaunes. Donc, c'est des choses que j'ai intégrées dans ma pratique sans forcément avoir besoin d'avoir les lunettes. Mais sur le principe, oui, a priori, j'en pense que du bien. Ah, merci beaucoup. Est-ce que peut-être Manon et Nicolas, vous avez eu l'occasion d'utiliser de tels objets ou d'en entendre parler? Moi, en fait, à côté de mon travail indépendant, je travaille salarié avec des personnes en situation de handicap. Donc, voilà, je suis responsable d'un atelier textile upcycling et j'avais eu une formation où justement on nous a fait tester des outils pour comprendre par exemple les troubles de la vision, les troubles sensoriels, tout trouble sensoriel, donc l'ouïe, etc. Et je pense que oui, ça met encore plus dans la peau de ces personnes et donc on peut encore mieux comprendre et s'adapter. Moi, c'était par exemple pour s'adapter, en fait, adapter notre communication aux personnes qui ont un handicap sensoriel. Donc oui, je pense que c'est un bon outil. Effectivement, merci beaucoup. Je vois l'heure passer. On arrive presque à la fin de ce webinaire. Et avant de nous quitter, avant un mot de conclusion de la part de Marion, je vous rappelle que vous pouvez aller revisionner ce webinaire et les autres épisodes précédents si vous les avez manqués. Vous pouvez aussi les partager et tout ça via la chaîne YouTube de Cactus et sur le site internet Color de Life très prochainement. Alors, pour peut-être clôturer ce webinaire de façon participative, je propose à chacun des intervenants, y compris, pourquoi pas, de Cactus, de faire un petit mot de la fin, une sorte de conclusion sur les thématiques abordées. On peut commencer avec Nicolas, pourquoi pas. Merci beaucoup pour je pense pour la création de ce genre d'événement, parce que c'est important qu'on trouve, en tant que professionnel aussi, d'autres designers qui travaillent sur ces sujets-là et qu'on rende visibles ces projets, ces sujets qui, on le sait, souffrent de moyens, d'intérêt aussi, et voilà. Donc c'est que le début. Effectivement, je trouve ça aussi personnellement très, très intéressant. Et puis cette mise en perspective des différents projets, très enrichissante aussi. On va laisser la parole à Manon, peut-être. La même chose, merci beaucoup d'organiser ce genre d'événement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut revoir. Moi, je n'ai pas pu voir tous les lives, mais du coup, les revoir après, c'est une bonne façon d'apprendre encore plus de nos pairs. Merci. Et Marion. Oui, moi, je resterai vraiment sur le thème, en fait, s'intéresser aux gens qui voient différemment les couleurs, qui se déplacent différemment dans l'espace, c'est toujours au bénéfice de tout le monde. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose auquel moi je suis très très attachée à ce qu'on pense bien à chacun, parce que c'est en pensant à chacun qu'on fait le travail pour tous. Oui, effectivement. Et peut-être que Fausto, tu veux nous faire part d'une petite conclusion, après avoir eu l'occasion de voir tous les intervenants depuis le début des lives. C'est trop gentil, Elodie, merci beaucoup. Rien, aujourd'hui, j'ai passé une heure très agréable avec vous, avec Marion qui nous a bien expliqué la théorie et avec des exemples très concrets de la part de Nicolas et Manon. Donc, je vous remercie, honnêtement, ça donne envie. Et, merci beaucoup à vous tous et continuez dans cette lancée entre la couleur et la santé. Parce que, honnêtement, j'espère qu'on pourra inspirer davantage de personnes pour vous joindre sur vos projets respectifs. Merci à tous, merci Elodie pour cette facilitation.
Et du coup, moi, j'ajoute de tous nous rejoindre jeudi 8 avril. Alors, exceptionnellement, ce n'est pas un mardi, attention. Donc, c'est jeudi 8 avril midi, avec 2 présentations. Une sur la mise en couleur d'instituts médico-éducatifs et l'autre qui a un projet de recherche qui a démarré sur les vertus finalement du bois dans la santé et dans le bien-être. À 12h30 quand même, c'est le même horaire. Merci beaucoup, ça donne envie de continuer la suite de ces lives. Merci à tous les intervenants, à Cactus et aux partenaires pour ce voyage autour de la couleur dans le domaine de la santé. Donc n'hésitez pas à rester connectés à toutes ces actualités, car la saga sur ce thème va se poursuivre encore jusqu'en juin, comme vous le disait Marion précédemment. Et donc, si vous souhaitez participer à nos communautés, nos lives, ou si vous avez besoin d'accompagnement dans vos entreprises par nos experts Cactus, Color de Life ou encore la FTI, vous pouvez nous faire signe, bien évidemment, sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous. Je vois qu'on a répondu à toutes vos questions. J'espère qu'on vous a fait partager un agréable moment.